Bonjour, j'ai oublié la dernière fois lors de la précédente vidéo sur la valeur de responsabilité, j'ai zappé la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre communication. Et donc je vais réparer mon oubli ici et maintenant. Donc la communication représente pour moi, encore une fois, je ne parle que de ma réalité, représente notre capacité, notre potentiel à exprimer, à mettre à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur de nous, notre réalité intérieure. Et cette communication et cette définition nous ramène à la passerelle relationnelle dont j'ai parlé dans la vidéo sur le principe de besoin. Et donc cette passerelle est une métaphore pour expliquer que quand nous sommes face à quelqu'un et que nous ouvrons notre espace relationnel commun, eh bien nous ouvrons une passerelle en direction de notre interlocuteur, et cette passerelle repose sur 3 piliers. Et le premier pilier de cette passerelle est nos besoins, le besoin qui nous anime en direction de l'autre. Et donc il est essentiel, nous en sommes responsables de cette partie intérieure, de cette relation à nous-mêmes, qui nous amène finalement à nous fixer un objectif, plusieurs objectifs, ou un objectif avec différentes étapes, pour nourrir le besoin que nous avons en nous, ce besoin qui nous anime en direction d'un interlocuteur. Nous avons une responsabilité totale dans cette partie intérieure, dans cette relation à nous-mêmes, et c'est cette relation à nous-mêmes qui va qui devrait alimenter le message que nous allons transmettre à notre interlocuteur. Et donc nous sommes donc responsables pleinement de notre communication. Quand nous parlons de communication, quand nous parlons de cette passerelle, de cette notion de besoin et de cette notion d'objectif, eh bien nous pouvons apprendre, si nous nous intéressons à cet espace, ce domaine de la communication, nous pouvons apprendre que pour atteindre un objectif, il est important qu'il soit de notre seul et unique ressort. Et que donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une maman qui dirait que je veux que ma fille réussisse ses examens, formulée ainsi, son objectif n'est pas de son seul unique ressort. Elle ne pourra pas atteindre l'objectif de sa fille. C'est à sa fille de travailler, de faire le travail nécessaire, de fournir le travail nécessaire pour réussir ses examens et avancer dans sa vie. La maman, elle, de son côté, elle peut poser des objectifs qui lui appartiennent en disant, ben voilà, je vais, durant tes études, je vais gérer tes repas toutes les semaines, tu auras tous les dimanches soirs, tu pourras repartir avec tes repas de la semaine, pour la semaine. Je gère ton linge, je gère toute l'intendance, et je t'évite ainsi d'avoir à gérer toute cette partie-là et de te consacrer à ton travail. Et donc ça appartient à la mère de faire ça. Il est important donc de comprendre que là aussi notre responsabilité, elle a à voir avec ces éléments d'apprentissage. Que quand nous sommes dans une relation où nous poursuivons un objectif qui n'est pas de notre seul unique ressort, eh bien nous mettons un orteil dans la relation de pouvoir. Et cette relation de pouvoir a des conséquences terribles, nocives, toxiques, qu'il est important de connaître. Et donc nous en avons la responsabilité. Je vous donne un autre exemple qui a à voir avec nos institutions, et ça va être les élections européennes bientôt le 9 juin, donc je vous amène cet élément-là. Quand un candidat au présidentiel nous explique que votez pour moi, et c'est son projet, son contrat, le contrat qu'il veut engager avec la population française, il dit votez pour moi, si moi président, je vais renégocier les traités européens. Donc là aussi, nous pouvons comprendre que cette renégociation ne se fait pas tout seul, ne dépend pas que de lui, totalement de lui et seulement de lui. Cette négociation, donc déjà le mot négociation, il faut savoir de quoi ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire précisément, on renégocie quoi, comment, avec qui, et donc il y a 27 pays, il y a 26 autres pays. Il y a 26 autres États, il y a 26 autres peuples qu'il va falloir, avec qui il va falloir négocier finalement. Et donc on mesure tout de suite que c'est absolument impossible. Donc du coup cet objectif-là qui nous est proposé n'est absolument pas
un objectif recevable, encore plus dans ce genre d'espace de présidentiel. Donc cette notion d'objectif est importante. Il y a une autre notion que je vous invite à intégrer aussi, et je fais juste quelques petites introductions pour vous montrer un petit peu l'importance que ça représente d'apprendre à mieux communiquer avec les autres. C'est la congruence, c'est cette notion de congruence dans la communication. Et donc quand nous exprimons un message comme je le fais là maintenant, eh bien nous avons finalement, nous lançons non pas un seul message, mais nous lançons 2 messages en direction de notre interlocuteur. Nous avons un message verbal avec notre bouche et notre langue, et un message non verbal avec tout notre corps, la posture de notre corps, nos mouvements avec les mains, le maintien de la tête, les mimiques que nous allons exprimer avec nos yeux, avec notre bouche, avec notre sourire, avec le pétillant de nos yeux, la dilatation des pupilles, la couleur de notre peau, l'intonation de notre voix. Tous ces éléments-là représentent du non-verbal. Et ce non-verbal représente 93% de la communication. Et que donc il est important de comprendre que ce non-verbal, il est relié au cerveau droit. Et que la communication verbale est reliée au cerveau gauche. Et qu'on ne peut pas vraiment canaliser ce cerveau droit et de gérer ce qu'il gère de manière rationnelle, de manière réfléchie. C'est pas possible. Et donc, cette congruence, nous devons la trouver au fond de nous-mêmes. Nous devons la trouver dans une sorte d'harmonie que nous allons mettre en place dans notre intériorité pour que notre message soit le plus en harmonie avec notre intérieur. C'est l'exemple mythique. Vous arrivez au boulot, vous rencontrez un collègue, une collègue, je dis « Ah bonjour, alors comment tu vas? Est-ce que tu vas bien aujourd'hui ?» Et la personne vous dit ouais, ça va, merci. Et donc là, nous pouvons percevoir que dans le non-verbal de cette personne, il y a quelque chose qui n'est pas génial. Et donc, selon les affinités que nous avons, selon la qualité relationnelle que nous pouvons avoir, nous pouvons reformuler ces propos dans cet espace de non-verbal. Je veux dire, t'es sûr que ça va bien? J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué pour toi en ce moment. Qu'est-ce que tu veux m'en parler? Est-ce que tu vis quelque chose de difficile? Et donc, nous pouvons ouvrir ou pas, en tout cas tenter d'ouvrir ou pas, pour permettre à cette personne de s'exprimer et de mettre à l'extérieur quelque chose qui lui pèse peut-être à l'intérieur. Et donc tout ce que je vous raconte là nous ramène à l'écoute, nous ramène à cette dimension d'écoute qui fait partie de la communication. Parce que quand on parle de communiquer, donc exprimer un message, c'est aussi de l'écouter le message. Donc nous avons les deux versants, les 2 facettes de cette communication. Et donc je vais tâcher également de vous illustrer les éléments que je connais, enfin que j'utilise finalement dans ma vie, et que vous trouverez certainement très facilement en ouvrant un bouquin sur la programmation neurolinguistique. Il s'agit du métamodèle. Et donc cet outil nous explique quoi? Et je rappelle, je précise que c'est un outil extraordinaire. Enfin, pour le coup, c'est un outil vraiment absolument merveilleux. Donc, imaginons que vous partiez en vacances pendant une semaine et que voilà, l'écran que vous avez ici, là, que je dessine avec mes doigts, là, ici, tac, voilà, cet écran-là, représente la réalité que vous avez vécue pendant une semaine. La réalité absolue. Dans tous les registres de tout ce que vous avez pu voir, entendre, ressentir, goûter, ressentir avec le nez, mais avec votre corps aussi. Tous les éléments intérieurs que vous avez eus par rapport à ce que vous avez vécu à l'extérieur. Toute cette information-là, cette masse d'informations, c'est la réalité. Et donc quand vous êtes face à vos amis pour raconter vos vacances, eh bien vous pourriez dire ceci. De cette réalité, vous pourriez parler de ça.
Et donc ça, ce que je représente ici avec mes deux mains, représente finalement, vous comprenez bien qu'il y a une différence, un écart extraordinaire. Eh bien, ce que je vous montre ici représente ce à quoi vous avez été connecté vraiment. C'est vraiment votre réalité personnelle. Parce que tout le reste, en fait, n'est pas accessible à notre système. Nous n'avons pas accès à ce système parce que, par exemple, nous avons des centres d'intérêt qui vont être liés à l'action, par exemple, à l'action et aux personnes. Mais finalement, on ne va peut-être pas beaucoup s'intéresser aux lieux, à l'histoire des lieux, à toute la connaissance, l'information. Et donc, il y a des personnes qui, dans le même endroit, vont pouvoir visiter tout un tas de monuments, tout un tas de choses, et donc s'intéresser à l'histoire et d'emmagasiner de l'information. Et puis, peut-être que vous en faites partie, il y a des gens qui sont plutôt tournés action et personne, et donc qui vont agir, qui vont peut-être faire du sport, qui vont aller faire du surf, qui vont aller avec d'autres personnes. Et donc, cette réalité objective se réduit finalement en peau de chagrin dans cette part de réalité-là. Et donc ça fait partie du fonctionnement, de notre fonctionnement intérieur à tous et à toutes. Et donc de cette réalité dont nous pourrions parler, eh bien nous allons raconter à nos amis, nous allons raconter ceci. Et en parlant de ceci, nous allons imaginer, croire que nous parlons de la réalité. Alors que notre réalité, et c'est juste ça. Donc il y a une diminution en peau de chagrin ici, qui fait que c'est ça que nous allons exprimer. Mais nous pourrions parler de ça. Nous pourrions agrémenter beaucoup plus notre explication de ce que nous avons vécu en l'étoffant pour arriver à une certaine limite ici. Et qu'effectivement, cette explication va nous demander beaucoup plus de temps, évidemment. Et donc nous avons entre cette partie-là et cette partie ici, ce que nous exprimons, nous avons trois flèches qui descendent et qui représentent des filtres. Ces filtres se nomment les simplifications. Donc nous allons simplifier notre message pour le rendre audible à tout le monde, facile, rapide. Nous allons généraliser des informations pour que ça soit plus simple. Et nous allons distordre des informations pour les mettre à notre convenance. Et de cette réalité que nous pourrions exprimer à l'autre, nous allons restreindre et nous allons dire ça. Et donc nous avons, dans l'autre sens, quand nous sommes à l'écoute, eh bien, quand quelqu'un nous parle de quelque chose, eh bien, nous pouvons remonter ces trois flèches en questionnant la personne pour savoir, pour retrouver en fait dans ses propos les éléments manquants de sa communication. Et donc quand on est formé à cette dimension-là, nous pouvons comprendre que les mots que nous employons manquent de précision. Si je vous dis par exemple, je suis super heureux, vraiment, j'ai super bien travaillé le week-end dernier. Et donc vous pouvez voir à mon non-verbal que je suis content, enfin, il y a quelque chose une joie. Et que mon message est congruent, donc c'est pas mal. Sauf que si vous restez sur Francis a bien travaillé ce week-end, il est très heureux, donc le week-end dernier, il vous manque des informations. Qu'est-ce que j'ai fait comme travail précisément? En quoi le fait d'avoir bien travaillé me rend heureux? Et le week-end, mais c'était quand ce week-end? Le week-end dernier, c'était de quand à quand précisément? Est-ce que tu as travaillé tout le week-end vraiment du vendredi soir au dimanche au lundi matin? Est-ce que, précisément, est-ce que tu veux bien préciser le quand? Ça peut n'avoir aucune espèce d'importance. Mais pour vous expliquer que entre ce que je dis là et ce que je pourrais dire, il y a un monde, il y a un univers. Et si vous restez juste sur ce que j'ai dit, eh bien c'est votre réalité que vous allez remplir dans cet écart qu'il y a
en écoutant ce que je dis sans poser de questions, vous allez vous faire une réalité. Vous allez la créer toute seule avec selon ce que vous portez en vous. Et si pour vous travailler, c'est travailler au jardin par exemple, ben vous allez m'imaginer Francis avoir bien travaillé le week-end, avoir planté tout un tas de choses, faire des semis, enfin, dans votre énergie à vous, dans votre réalité à vous. Mais si vous êtes, je sais pas, un fervent bricoleur de voitures par exemple, eh ben vous allez imaginer Francis en train de bricoler sa bagnole. Enfin, vous voyez, chacun va écouter finalement selon ses propres filtres, selon sa propre réalité intérieure. Mais vous n'allez pas savoir ce que j'ai vécu. Et c'est là toute l'importance de la communication. Et donc là, nous avons un chemin énorme, un chemin énorme d'apprentissage à effectuer en nous pour que notre responsabilité soit vraiment pleine et entière, soit la plus juste possible. Et donc, nous sommes responsables de toute cette partie-là, de notre communication avec nous-mêmes, de notre relation à nous-mêmes et de ce que nous allons dire à l'autre. Et donc, si notre message il est extrêmement limité, s'il est absolument pas juste c'est pas du tout ce que je voulais dire, enfin, c'est pas ça que je voulais dire, enfin, si les mots que l'on emploie, enfin, s'il y a tout un tas de parasites là-dedans, bien effectivement, nous sommes responsables de ce qui nous arrive aussi, puisque nous avons émis un message qui ne correspond pas du tout à ce que nous voulions. C'est un peu embêtant. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais dire, et je vais rajouter quand même une petite nuance. Si je suis effectivement responsable de ma communication, je ne suis pas responsable finalement de la réaction de l'autre face à ma communication. Je vais vous donner un exemple. Dans le cadre de mon boulot, donc il y a quelques années, j'étais à domicile chez un couple de personnes âgées, et donc je m'occupais de monsieur. Et du coup, dans son environnement, il y avait un buffet, et sur ce buffet, il y avait différentes photos. Et il y avait une photo qui m'avait attiré l'œil d'une jeune fille, jeune adulte, une enfant. Et donc du coup, il y avait cette photo-là. Donc du coup, à un moment donné, j'ai demandé, c'est qui cette jeune fille-là sur cette photo? Et du coup, le monsieur s'est mis à pleurer. Merde. Et la dame s'est mise à pleurer aussi. Oh. Et donc du coup, j'ai dit, mais, enfin voilà, excusez-moi, enfin voilà. Voilà. Donc pardonnez-moi, je pensais pas qu'une telle question pouvait engendrer en vous autant d'émotions. Pardonnez-moi, j'en suis vraiment désolé. Est-ce que vous voulez m'en parler? Enfin, qu'est-ce que ça représente pour vous? Enfin, bon. Et du coup, voilà, ça a été ma façon de donner une réponse, d'apporter une réponse à ma communication. Je n'avais aucune intention, bien sûr, de renvoyer ces personnes dans quelque chose de douloureux, de difficile et qui allait les émouvoir autant. Et donc du coup, ben voilà, je suis allé à la pêche d'informations et donc ils m'ont expliqué que c'était leur fille en fait qui était morte quand elle avait, je sais pas quel âge, 15, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Et donc du coup, le fait de poser la question d'une photo qui était présente ici, dans leur univers, a généré un tsunami émotionnel. Et en fait, c'était leur puits intérieur qui était rempli de cette émotion de tristesse et ils n'ont jamais su faire le deuil finalement de cet enfant. Et du coup, ben moi, 40 ans après ou 50 ans après, je pose la question et il y a toutes les vannes qui sortent, qui s'ouvrent. Et donc, pour expliquer que je ne suis pas finalement... Alors, oui, je suis responsable de ma communication, mais est-ce que j'avais l'intention de faire du mal? Non. Non. Donc, je ne suis pas responsable de leur réaction. Et je ne suis pas responsable de ce qu'ils vivent finalement. Donc, c'est important d'avoir cette justesse, je crois, dans ce partage de cette responsabilité dans notre espace relationnel. Maintenant, je vais vous parler d'harcèlement. Je vais vous donner une autre version. Vous avez des jeunes ados, filles, garçons, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et donc, ils viennent se frictionner,
partager, se découvrir les uns les autres. Voilà. C'est les hormones. Bon. Et donc, du coup, un garçon s'approche d'une fille et lui propose d'aller au cinéma. Et la fille le remballe. Le remballe. Alors, bon, est-ce qu'elle a conscience de ces mots, de la rudesse peut-être de ces mots, je ne sais pas. En tout cas, elle est responsable de la qualité de son message. Et donc, lui, face à ce message, il vit douloureusement le message. Parce qu'il a des problèmes à régler aussi avec lui-même. Et que donc, du coup, il repart avec un grouillou. Et du coup, il veut se venger. Et donc, du coup, il est parti à se venger. Et donc, du coup, il va sur les réseaux sociaux, il va commencer à envoyer des messages, à envoyer des choses extrêmement désagréables pour humilier, voilà, pour envoyer, peut-être il a vécu de l'humiliation dans cette réaction, la réaction de cette jeune fille. Et du coup, il va renvoyer des éléments d'humiliation pour installer la personne dans la honte et l'humiliation. Et il va faire ça de manière volontaire parce que il a eu mal, ça a été douloureux pour lui, il n'a pas pris conscience de plein de choses. Donc la seule chose qu'il sache faire, c'est de faire mal en retour. Et donc si, selon sa férocité, cette jeune fille peut s'effondrer. Je ne sais pas quelle est sa résistance à ce genre de choses, mais ça peut être extrêmement difficile. Et donc si effectivement il est dans cette volonté de nuisance, dans cette volonté de faire du mal, cette volonté de nuire, et qu'il y arrive, il devrait apporter une réponse, il doit apporter une réponse. Sauf que si la jeune fille se fait une tentative de suicide, il doit apporter une réponse à sa communication. Il est responsable de sa communication. Comme elle était responsable de sa communication. Et que nous voyons bien dans cette interaction que effectivement chacun est responsable de sa communication et que l'autre est responsable de sa partie. Et que nous avons des choses à intégrer, à apprendre aussi là, ici. À comprendre que l'autre est un maître spirituel, hein, c'est la notion de miroir, le principe de miroir, et que si nous considérons que l'autre est un maître spirituel et que nous vivons une interaction et que cette interaction nous ramène quelque chose d'extrêmement douloureux, désagréable, au lieu de renvoyer à l'autre la responsabilité de notre réaction, nous pouvons dire je réagis, c'est ma réaction, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Et si nous apprenions à faire ça, à vivre ça de manière beaucoup plus juste, eh bien, nous pourrions éviter ce genre de situation de harcèlement. Je crois. En tout cas, ça me paraît beaucoup plus juste que de renvoyer à l'autre la responsabilité de notre vécu intérieur, de notre réaction. Et donc, quand je parle de harcèlement, j'observe que la société lutte contre le harcèlement, lutte contre les dérives sectaires, va lutter contre la violence faite aux femmes, contre les viols, contre les abus d'enfants, notre société, notre système collectif va lutter contre, va faire en sorte d'étouffer, de contrôler. Et ma question, c'est pourquoi nous n'apprenons pas à l'école? Pourquoi au lieu d'être dans cette lutte contre, pourquoi nous n'apprenons pas aux gens à mieux communiquer? Pourquoi nous n'apprenons pas aux gens les éléments de qu'est-ce que c'est que la manipulation? Et comment on pourrait s'en protéger? Qu'est-ce que c'est que l'influence? Et comment on peut intégrer cette influence dans notre espace relationnel? Comment être à l'écoute de nous-mêmes? La connexion, l'écoute que nous pouvons avoir en nous, de comprendre qu'est-ce que c'est que les émotions, quels sont les messages de telle émotion, que la colère c'est une règle, une valeur, un principe qui est transgressé par l'autre, que la peur c'est un besoin de sécurité, que la jalousie c'est un mélange de colère et d'envie. Pourquoi on n'apprend pas ça aux enfants?
Pourquoi on n'apprend pas l'anéagramme aux enfants, ou l'analyse transactionnelle, ou la communication non violente, ou que sais-je, le design humain. Enfin, tout un tas de grilles de lecture de l'être humain pour que les enfants puissent comprendre très tôt que nous sommes tous différents et que nous sommes tous parfaits finalement, mais que cette différence, nous devons l'accueillir. Arrêtons de critiquer, de juger, enfin, c'est un non-sens finalement. Pourquoi nous n'apprenons pas ça à l'école? Pourquoi au lieu de lutter, de faire la chasse à tous les gens qui sont dans la déviance, pourquoi nous n'apprenons pas, hein, c'est le vieil adage qui nous dit si tu donnes un poisson à un homme, tu le nourris pour la journée, mais si tu l'apprends à pêcher, tu le nourris pour sa vie entière. Et pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne fait pas ça pour la communication? Pour la relation à l'autre, pour la relation à soi, pour notre compréhension de l'être humain. Si nous voulons mieux vivre ensemble, si nous voulons réduire les incivilités, voir de plus en plus de gens qui remercient sur la route, on laisse passer, puis à chaque fois on est remercié, ça serait sympa de prendre soin de nous les uns les autres. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire, hein? Qu'est-ce qui nous empêche de commencer? Chacun, là où nous en sommes. Apprenons la communication, apprenons cet espace relationnel, découvrons la merveille que ça représente pour nous, et rayonnons la plus belle version de nous-mêmes, et que peut-être que d'autres suivront. C'est ce que j'essaye de faire de mon côté, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de patience et de motivation aussi, en espérant créer un monde un peu meilleur. En tout cas, je crée ce monde meilleur un peu plus en moi chaque jour. Je vous remercie pour votre attention, je vous dis à très vite, à très bientôt. Au revoir.